A priori. Et A ouais, ça priori. fait là. De toute façon, شوف je vais faire دابا شنو كيعمل لك دابا moi je suis en train On est live, أنا وياك là. si on est live absolument. Et oui, il faut pas, donc ça fait donc il a تحبس le live sur Facebook en attendant qu'on fixe des. Facebook مازال il est en train de passer sur Facebook. Là il y a trois participants avec nous là. Et ouais, donc je passe en Mode silencieux. Là, mais je suis en mode silencieux. Il y a le partage. Déjà il y a la première page. Là, le partage, بلاتي نقول لك باش تعطيني la main باش نبارطاجي. Attends. Tu as la main. La caméra, est-ce que tu peux activer la caméra? Je pense la caméra là. Briti. On dirait sans caméra. J'ai besoin de tout l'écran. Ah, d'accord. Alors, partager l'écran. Anna, je partage, Yak. C'est ça, sauf. Ah, waouh, j'ai. Voilà, excellent, super. Super, très bien. Alors, je vais dire les Snap. Comment je fais tout ça? Aïe, aïe, aïe. Ah, voilà. Là, maintenant, on est live sur Facebook. Là. Et voilà. On va attendre parce on va attendre, je sais pas, 5 ou 10 minutes. D'accord. On va attendre jusqu'à 9h40. Ça vous va? Ah là, ça me dérange pas. Pour le temps, ça fait parce que ça risque ça risque de prendre plus que 2 heures. D'accord. يتجمع شويه un petit peu une petite masse critique. Tu as la main, tu me dis, moi je suis prêt. Ok, génial, super, on fait comme ça alors. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sibnani, c'est Rossi. Et bonsoir, c'est Aloui. Ça va, c'est Achraf? Tu vas bien? Alhamdulillah, ça va, Allah يبارك فيك. Et toi? Alhamdulillah. Tu vas? Comment va Sibnani? On est beaucoup mieux. Il y en a beaucoup. Sibnani توحشناك. الله يبارك فيك سعد. نهار كبير هذا. نهار كبير الله يجازيك بخير. نهار كبير انت. Comment ça se passe Ramadan? Ça va, tranquillement. Ramadan et confinement. Ramadan et confinement. Exactement. Et à Fès, il commence à faire chaud. Ah bon, ah oui, c'est vrai. Mais le soir, je pense qu'il fait. Le soir, il fait très bien. Il fait très bien. Il fait très bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Vous avez déjà assisté à une de mes conférences avant? Avec le CDD, oui. D'accord. Parce que là, on est à des webinaires. Tu ne sais pas à quel niveau il faut les néophytes, la blockchain. Et donc, je suis obligé de commencer par Hadouk. Oui. Parce que le but, en fin de compte, de ces webinaires, ce n'est pas juste non, mais il faudrait qu'il y ait un transfert de connaissances, que les gens comprennent de quoi il s'agit. Bien sûr, bien sûr. Je pense que tout est fermé. Je n'en ai pas la moindre idée, mais je pense que tout est fermé. Je me demande qui va gérer la face d'Inaqdim à Kulchi Mchid. Difficile à dire, mais c'est tout ce qui se passe avec la pandémie, c'est vraiment. Ouais, on est une génération à l'histoire. Oui. Enfin, toutes les générations de Canada, oui. Je veux dire. Oui, oui. كل جينيراسيون علاش غادي تثبت حنا جاتنا في كورونا. Absolument.
Sibnani, au niveau de la législation marocaine, est-ce que ça bouge un petit peu au niveau de la blockchain? Est-ce qu'il y a des lueurs que En, ça va bouger ou là c'est toujours même statut? en tout cas, depuis 2 mois, il n'y a rien qui bouge. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, au sens figuratif et au sens réel. Ouais, parce que la priorité est ailleurs maintenant. Oui, absolument. Mais ماشي عندنا partout dans le monde. Parce que là-bas, tout le monde est مشغول بهذا الشيء. Alors, il faudrait que j'ai déjà des questions هنايا. Les questions ما تيبانوليش السير aussi. Je clique ما تيبان والو. يبان ولا غير كاين واحد سي منى حليم qui a dit لا mais bonjour. normalement خصني نشوف les questions اللي في Après, خصهم يبانوا عندك نشوف Maintenant, est-ce que tu arrives à voir? Attends, je vais descendre ça en bas. Non, toujours rien. لا ما Donc, كيبانلكش. وقيلا حد عامل بريزونطاسيون ياك. وقيلا à cause de ça. Bon, en tout cas, à chaque fois qu'il y a une question, tu me l'annonces parce que comme j'ai dit, je vais annoncer ça quand je vais commencer. Je le dis pour les gens qui m'écoutent d'abord, il faudrait absolument poser vos questions parce que sinon, ça ne sert à rien. Il y a des concepts qu'il faut absolument comprendre séquentiellement. Bien sûr, il va y avoir des questions à la fin du webinaire, des questions d'ordre, c'est-à-dire concernant tout le webinaire. Mais à chaque fois qu'il y a un concept qui ne paraît pas très explicite ou que vous ne comprenez pas, il faut absolument poser vos questions, n'hésitez pas. Mais dans tout cas, je clique ou alors rien. Donc, à chaque fois, c'est aussi, tu m'énonces ta question. مرحبا. Allah يبارك فيك, merci beaucoup. Cédric, il vient juste de nous joindre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, c'est Nani. Bonsoir Sidi. Ça va, vous allez bien? Allah يبارك فيك, alhamdoulilah, et vous? Alhamdulillah, merci beaucoup. En principe, c'est les questions-réponses. Cédric هذا والله ما عرفتك. بعد يمكن بعد الفطور وكارو تيتبدل الحلق شويه. Là, ouais, je clique rien. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est à cause de l'application que j'utilise de la présentation ou là, je n'ai aucune idée. En tout cas, أنا هضرت مع سيروسي دابا قلت الله يجازيك بخير إلا يمكن à chaque fois qu'il y a une question, il pose la question. في الأوديو يعني يقولها لي في الأوديو. أنا sur Mac. Même si sur Mac, je fais il y a pas mal de webinaires d'Ertum, mais à chaque fois, tu me les questions. Mais là, je clique, rien. bizarre. C'était de l'avoir, hein. تقدر تخرج تحيد La présentation. وتشوف. Alors, le partage, فين غادي نحيد البارتاج هنا؟ عندك واحد le bouton vert. bouton vert, voilà. Il y a la barre qui fait arrêter partage. Arrêter. Sinon, la barre فيها كل شيء, فيها حتى لي كيسيون, دونك راه يمكن ما كتشوفهاش كلها. Alors là, je ne sais pas. Attendez. كيبان لك لي بارتيسيبون, كيبان لك فيديو اوديو. Alors دابا عرفتي شنو؟ alors فين غادي نحبس البارتاج en attendant ها هو arrêter le partage. انا je vais faire واحد la petite manip, d'accord, pour voir est-ce que c'est ça. كيبان لك l'icône en bas. Question et réponse كتبان là. انا غنشوف بلاتي.
Internet, والله يعطينا بركته. Parce que justement, je voulais éviter de faire la présentation sur quelque chose qui est en ligne pour avoir plus de... Alors là, j'ai partagé. Je vais être sur Zoom. Je partage. Partager. Présenter. Ouais, de toujours rien. Toujours la même chose. Bizarre. Toujours la même chose, Cyrus. Ouais, je comprends pas pourquoi. Toujours la même chose. Donc, on fait comme Khalid قلت لك Cyrus. مرحبا. On a perdu le partage là. Ouais, je vais partager d'abord. C'est bon? Excellent, oui. Alors, vous me dites quand c'est prêt. On va 2 minutes. On s'est dit qu'on va démarrer à 40, 21, 40. On démarre, Inch'Allah. Là, on est à 17 sur Zoom et on est à peu près à 20. Combien on est sur Facebook? On est à 38 30. sur Facebook. Ah, 28. 38. 38, voilà. Oui. Au fur et à mesure. Vous allez arrêter il faut arrêter le micro, je pense, une fois que je commence. Oui. Ok. Je vois toutes les participants, sondage, كلشي là. Q&R. Est-ce que vous pouvez faire un test, poser une question? Ok, Macan, test, écrivez test sur question-réponse. Voilà, toujours rien. C'est bizarre. C'est bizarre. على كل حال. Il y a 2 tests qui ont été envoyés sur le QR. Parvenez à voir ou pas? لا والو. Voilà. Rien. Non, rien. J'arrive à voir les participants. زيد شنو اخر والبارتاج فيديو اوديو QR, sondage, nouveau partage. QR. Oui, je clique عليها والو. Ah, d'accord. فيها 2 تتبان ماشي ما تتبانش mais quand je clique عليها ما تخرج. D'accord. Donc c'est excellent. Donc au moins tu peux avoir le nombre de questions posées
Et ben voilà, alors c'est ça ce qu'on va faire. À chaque Oui, oui, fois, oui, de je peux mesure que voir. tu vois le nombre, voilà, tu fais une pause, tu me demandes et on va lire les questions. Comme ça, on ne va pas t'interrompre. Hmm. D'accord? Absolument, absolument. Donc, on fait comme ça. Voilà. Je vois le nom participant, j'ai 19. Euh, Sibnani, Oui, sur c'est votre bien. PC, vous n'avez pas désactivé les pop-up. Non, non, j'ai un Mac. J'ai l'habitude de faire ce genre de choses. Anna Machi, c'est la première fois. Pas plus tard que, je pense, hier, j'ai fait une conférence call avec des étrangers et tout. On était une dizaine et ça a très bien. Bon, maintenant, c'est vrai que les conférences call, les questions sont. Là, là, si, si. Si, une fois, je comprends pas, moi. C'est pas grave, on verra ça par la suite. الا كنتي مبلوكي لي بوب اب يمكن ما يطلعوش. لا لا مي انا بحال بارتيسيبون شنو تتبان لي دونك كتبان ça n'a لك. rien تخرج لي داك البوب اب ديال بارتيسيبون تيخرج. Hmm. Écoutez, il est 9h40. On est à 21 participants sur Zoom et à peu près à 28, si je ne me trompe pas, sur Facebook. Je crois qu'il est temps qu'on démarre. Mais écoutez, bonsoir pour les participants. Je sais que vous ne pouvez pas nous répondre. J'espère que vous nous entendez. Nous remercions toute l'équipe du club de dirigeants et particulièrement commission formation de la participation de Sibnani pour nous accompagner à travers ces ateliers-là et particulièrement aujourd'hui à travers une introduction sur le blockchain. Et alors, par rapport aux questions, c'est une session qui peut être technique. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez le poser à n'importe quel moment. Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque moment, je vais, moi ou Ashraf, va reposer les questions Sibnani pour qu'il puisse vous répondre. C'est une recommandation de Sibnani parce qu'il considère qu'il y a un certain nombre de concepts qu'il est important qu'on maîtrise à fur et à mesure qu'il avance dans l'explication, dans la présentation du module, qu'il est important de maîtriser, au moins d'avoir une idée claire de ces concepts avant de passer à d'autres étapes. Écoutez, je souhaite vraiment la bienvenue et je donne la main à Sibnani. Sibnani? Merci beaucoup. Salam alaikum. Ramadan Mubarak Karim lil Alors, au début, bien sûr, je remercie le club des dirigeants à leur tête, son président Steve Bref, pour leur invitation. Je remercie aussi particulièrement toute l'équipe qui travaille en continu pour le travail magnifique qu'ils font pour mettre à disposition des membres du club des dirigeants à des webinaires. Je pense que c'est une première, à ma connaissance, où chaque jour, on a minimum un ou deux webinaires dans ce sens. C'est vraiment une action à encourager n'importe quelle manière. Alors, je remercie aussi tous les participants qui ont bien voulu assister à ce webinaire, qui est, à mon sens, important maintenant. Et j'ai ajouté, comme vous avez vu, blockchain, identité digitale. Avec l'identité digitale, j'ai ajouté parce qu'on va voir par la suite l'utilité d'IALHA les conditions de la pandémie. Je vais expliquer ça tout au long, pas tout au long, mais à la fin. C'est l'occasion pour vous dire que ce webinaire va être divisé en deux parties. D'abord, la blockchain. Alors, même si je voulais parler d'identité digitale Bouhda, je suis obligé de passer par la blockchain parce qu'il y a des concepts que c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre la gestion décentralisée de l'identité digitale sans les comprendre. Comment comprendre comment ça marche la blockchain? Les concepts sont très importants. Je répète ce qu'a dit Cyril tout à l'heure. Il faut absolument que vous posiez vos questions tout au long de ma présentation. C'est des concepts qui sont très, très importants qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on n'a pas l'habitude de vivre avec la vie de chaque jour. Donc, il faudrait absolument les comprendre. Et chaque concept permet, s'il n'est pas bien compris, ne permet pas la compréhension du concept que de suite. D'accord? Donc, c'est très, très important ce que. Alors, le but de ces webinaires, et en particulier de ce webinaire, ce n'est pas juste de un webinaire, non, mais il faudrait qu'il y ait un transfert de connaissances c'est-à-dire qu'il faudrait qu'à la fin, les 2 heures ou les 2 heures et demie,
les gens qui participent, ils disent, oh, j'ai compris, je commence à comprendre quelque chose, parce que lors des conférences physiques ou les formations, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, j'ai essayé de comprendre ça, que ce soit YouTube ou là, en lisant un livre, mais il y a beaucoup de choses que je n'arrivais pas à comprendre. Donc, c'est l'occasion aujourd'hui. Donc, posez vos questions, n'hésitez pas. Si vous ne posez pas les questions, ça veut dire que vous avez compris et c'est très, très bien. D'accord? Alors, l'identité dont je vais parler tout à l'heure, le webinaire, comme j'ai dit, va être divisé en deux. 70% sera donné à la blockchain et 30% du temps du webinaire sera donné à l'identité digitale. Alors, l'identité, c'est quelque chose qu'on vit chaque jour. Vous savez que la normalité tue le questionnement. L'identité, à chaque fois que vous vous présentez pour aller chercher vos enfants, c'est de l'identité qui est en cours. Vous avez un ticket pour entrer au cinéma, c'est de l'identité. Donc ça, je vais l'expliquer tout à l'heure et il faudrait poser vos questions. Alors, autre chose très, très importante, au début, on m'a toujours posé cette question, mais pourquoi vous parlez de Bitcoin quand vous faites une formation ou une conférence à la blockchain? Alors, la réponse short, c'est-à-dire la petite réponse, il y a deux petites réponses. Premièrement, parce que le Bitcoin, avec un B majuscule, la blockchain Bitcoin, c'est la mère de toutes les blockchains. Donc, il est insensé de pouvoir comprendre la blockchain sans comprendre comment marche le Bitcoin. Et le Bitcoin, avec un petit b qui est la crypto-monnaie, elle restera avec nous jusqu'à la fin. Donc, autant comprendre comment elle marche, comment elle fonctionne, pourquoi est-ce que c'est un buzz ou là c'est une réalité qui va nous suivre, nous, nos enfants et les enfants de nos enfants, ainsi de suite jusqu'à la fin. Alors, si on comprend ça, on va pouvoir comprendre toutes les crypto-monnaies et tous les tokens dont on va parler fait le webinaire. Alors, la première chose par laquelle on va commencer, on va essayer de clarifier quelques concepts qu'on a l'habitude d'utiliser, qu'on croit comprendre, ou parfois on ne se pose même pas la question. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la normalité tue le question. Par exemple, si je vous dis par exemple, est-ce qu'on peut transférer de la valeur sur Internet? Bon, les réponses, généralement, je les connais plus ou moins, parce qu'à force de côtoyer les gens qui font les conférences ou les formations, tout le monde répond par oui. Oui, bien sûr, on peut transférer de la valeur sur Internet. Quand je demande pourquoi, ben parce qu'on peut payer avec une carte de crédit sur Internet, par exemple. On peut payer avec PayPal et ainsi de suite. Sachez que la réponse est non. On ne trompe pas jusqu'à maintenant, jusqu'à 2009, l'année où le Bitcoin avait le jour. On ne pouvait pas faire ça pour la simple raison. Depuis le début, il y avait un problème de ce qu'on appelle un problème de la double dépense, du double spending. C'est-à-dire que si moi j'ai quelque chose qui a de la valeur, on va supposer qu'elle a de la valeur, mais si je vous l'envoie par email par exemple, j'ai un fichier PDF, un livre ou quoi que ce soit, ce fichier PDF maintenant, il en existe deux. Une chez moi, une copie chez moi et une copie chez celui à qui j'ai envoyé. Donc, on ne peut pas en peer-to-peer, c'est-à-dire ce transfert de valeur, en fait, la question est un peu biaisée, mais moi je le fais exprès, c'est en peer-to-peer, on ne peut pas transférer de la valeur entre deux personnes ou deux entités ou deux ordinateurs. D'accord? Donc ça, on va y arriver tout à l'heure. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'un tiers de confiance? Alors, tout à l'heure, quand j'ai posé la question de est-ce qu'on peut transférer de la valeur, quand vous utilisez votre carte de crédit sur un site e-commerce, en fait, ce que vous faites, c'est que vous donnez des instructions pour transférer de la valeur à qui? À un tiers de confiance, et qui est généralement la banque. Donc, sans la banque, on ne peut pas transférer de la monnaie, si vous voulez, sur Internet. Et ce tiers de confiance, son rôle, c'est que moi, je lui fais confiance, l'autre à qui je vais transférer de la valeur lui fait confiance, et on le paye pour ça. Il nous charge, il nous fait payer des frais pour cette confiance qu'on lui donne. Alors, justement, la blockchain est là pour... ça ne veut pas dire que la banque va disparaître, ça ne veut pas dire que tous les tiers de confiance vont disparaître. On me pose toujours la question, est-ce qu'un notaire... non, ça n'a rien à voir. On verra ça tout au long de ce webinaire. Troisième concept, qu'est-ce que la monnaie? Alors,
là, vraiment, les réponses vont de l'Est-l'Ouest. Qu'est-ce que la monnaie? C'est quelque chose qu'on utilise chaque jour. Elle existe depuis des millénaires, oui, des millénaires, mais on ne nous a jamais appris à l'école, que ce soit à l'école primaire, secondaire, collège, lycée, université, qu'est-ce que la monnaie? D'une manière générale, notez que la monnaie, c'est un langage, ou autrement dit, un moyen de communication, mais de valeur. C'est exactement ça. D'accord? Alors, tous ces concepts, maintenant, je les introduis petit à petit. Vous allez voir avec le déroulement le webinaire, on va comprendre pourquoi est-ce que ce sont ces réponses et pas d'autres. La cryptographie, il ne faut pas s'alarmer. La cryptographie est importante. C'est la base de tout ce qu'on va voir. C'est la base de tout ce qui se passe maintenant sur Internet pour assurer l'identité ou pour assurer la propriété d'une valeur crypto, d'un crypto asset, d'un actif crypto, d'accord? Et surtout, cette notion de clé publique et de clé privée. Si on ne comprend pas à quoi sert une clé publique et une clé privée, tout ce que je vais dire et tout ce qui est en l'écosystème blockchain en général n'aura aucun sens. D'accord? Alors, deux choses très, très importantes. Qu'est-ce qu'un système décentralisé et qu'est-ce qu'un système distribué? D'accord? Bon, malheureusement, là, vous n'êtes pas en face de moi pour que je puisse entendre vos réponses, mais ce n'est pas grave. Au fur et à mesure, on va essayer de comprendre ça. Alors, j'ai préparé ici un schéma. Sachez que depuis le début de l'humanité a toujours fonctionné en système centralisé. Alors là, ce que vous voyez ici, c'est une topologie, c'est le système, il est centralisé topologiquement. Il y a aussi deux autres notions, c'est la notion politique et logique, d'accord? Mais d'une manière générale, on a toujours pensé d'une manière centralisée. Dans chaque entreprise, il y a un président, il y a un directeur général, il y a un directeur général adjoint, et ainsi de suite. Dans les départements, il y a un chef des départements. Il y a toujours une hiérarchie. Pourquoi? Parce que c'est un système qui est très facile à mettre en place. D'accord? Il est rapide, la prise de décision est rapide. Bon, maintenant, est-ce que c'est la bonne ou pas décision? Ça, c'est autre chose. Mais il est très rapide. Et en plus, il est facile à mettre en place. Et troisième chose, c'est qu'on n'a pas trouvé d'autres alternatives pour passer au système décentralisé ou là au système distribué. Quand vous y réfléchissez un peu, essayez de voir un peu autour de vous, de tout ce que vous savez, est-ce qu'il y a un système décentralisé que vous connaissez dans la vie de chaque jour? Pas nécessairement, je ne parle pas informatique, je parle d'une manière générale. C'est très, très difficile de mettre en place un système décentralisé pour la simple raison qu'il est très difficile d'arriver à un consensus entre les points. Je ne sais pas si vous voyez le pointeur rouge. C'est aussi, pouvez me confirmer? Alors, les points qu'on appelle des nœuds, est-ce que vous arrivez à voir le pointeur rouge? Non. Là, pointeur rouge, non. Mais Non, alors, je vais utiliser la souris, oui, non? Oui, la souris, on la voit. Ah, c'est bon. OK. Alors, le système décentralisé, il est très difficile à mettre en place parce que l'humain, d'une manière générale, n'a jamais trouvé un moyen de passer un consensus, de trouver un consensus sur n'importe quoi. Vous allez me dire le Parlement, on vote et tout, oui, mais ça prend beaucoup de temps, c'est très difficile à mettre en place. Sur Internet, c'est très difficile à mettre en place. Si vous êtes dans une salle où il y a 10 personnes, il suffit qu'on lance une idée ou un concept ou la shahada sur laquelle il faut se mettre d'accord, ça prend beaucoup, beaucoup de temps pour que les gens se mettent d'accord parce que ça. Maintenant, on va faire confiance aux mathématiques pour nous résoudre ce problème. Et c'est le fait d'avoir trouvé la solution à ce problème qu'on a pu mettre en place, ce qu'on va voir fait le webinaire. Alors, le réseau distribué, autre chose qui est importante ici, c'est que dans le système centralisé, si le point tombe, tout le reste tombe. Alors, je vais parler d'Internet et de l'informatique d'une manière générale parce que je connais très bien.
Vous avez un serveur ici au milieu, d'accord, et qui sert des clients. Si ce serveur tombe, c'est l'erreur 404 que tout le monde, certainement, dans sa vie, une fois au moins dans sa vie, a pu voir quand il veut accéder à un site web, mais le serveur n'est pas disponible. Donc, c'est exactement ça. Le système décentralisé, si un de ces ne tombe, d'accord, vous n'aurez jamais d'erreur 404. Parce que pourquoi? Parce que les autres prennent le relais ou bien ils sont en même temps, en parallèle, en train de travailler ensemble. Alors, vous allez me dire, pour les gens qui sont dans l'informatique, oui, il y a ce qu'on appelle le load balancing et tout, oui, mais jusqu'à quand? Quand je vous dis, par exemple, que la blockchain Bitcoin, c'est des milliers et des milliers de nœuds comme ça, ça veut dire que c'est une panne pratiquement qui est de 99,999. Bon, il y a eu quelques heures de panne, mais ce n'est pas très, très important. Parce que, pourquoi? Parce que tous ces nœuds prennent le relais. La même chose pour le système distribué. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Première chose sur laquelle il faudrait qu'on se mette d'accord. Blockchain. La blockchain n'est pas Bitcoin. Et Bitcoin n'est pas blockchain. Ils sont complémentaires, certes, d'accord? Mais j'ai entendu à plusieurs reprises, les gens disent, oui, la blockchain, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas en parler parce que c'est interdit. Non, le Bitcoin et blockchain, c'est deux choses totalement différentes. Il y a une qui sert l'autre, d'accord? C'est-à-dire que on va d'abord avoir quelques précisions parce que si vous voulez vous documenter, vous allez voir ce genre de choses et il se peut que les choses ne soient pas claires pour vous. Alors, chaque fois que vous voyez Bitcoin avec un B majuscule, il s'agit de la blockchain Bitcoin. D'accord? À chaque fois que c'est un B minuscule, c'est la crypto-monnaie qui est à l'intérieur de la blockchain Bitcoin. Et la blockchain, d'une manière générale, c'est la technologie qui permet justement à cette blockchain Bitcoin et à cette crypto-monnaie de fonctionner. D'accord? Si j'ai à donner trois définitions pour chacune d'elles, alors Bitcoin avec un B majuscule, c'est le protocole pour un réseau décentralisé, peer-to-peer, qui se base sur un consensus sans autorité centrale. Notez cette définition et vous allez comprendre par la suite chaque mot fait de la définition, à savoir décentralisé, peer-to-peer et consensus et sans autorité centrale. Bitcoin avec un B minuscule, c'est la monnaie ou le token qui est émise comme récompense dans le processus du mécanisme de consensus proof of work. Je comprends, je sais que beaucoup de questions seront posées, mais on va y arriver tout à l'heure. Et la blockchain, d'une manière générale, c'est le registre public où ces enregistrements, c'est-à-dire transactions, sont inscrits. Alors, dans la terminologie ici du mot transaction, toute la documentation parle de transactions, mais elle n'est pas nécessairement financière. C'est-à-dire, par exemple, inscrire un diplôme ou un titre foncier sur une blockchain est une transaction, même si le mot finance n'y apparaît pas. Mais elle est comme ça. On appelle ça une transaction à chaque fois qu'on inscrit quelque chose sur une blockchain. Alors maintenant, un peu d'histoire, juste pour avoir une idée de quoi on parle. Qui sont très importantes pour gagner un peu de temps pour pouvoir parler d'autre chose. La chose la plus importante à retenir, c'est qu'en 2008, il y a eu un white paper qui a été écrit le 31-10-2008. Alors, un white paper, c'est généralement quelques pages qui expliquent un concept technique qui sera mis en place. Sauf que ici, ce Satoshi Nakamoto, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas si c'est une personne, un groupe de personnes, une association, bon, ce n'est pas important, mais en tout cas, il s'appelait Satoshi Nakamoto, a publié ce white paper pour expliquer qu'il a trouvé la solution pour mettre en place une crypto-monnaie. Parce que regardez ici en 98, il y a eu pas mal de tentatives, mais elles ont toutes échoué pour une raison ou une autre. Had Satoshi Nakamoto, ou Had on ne sait pas qui c'est, le 31 octobre 2008, ont lancé ce white paper, et le 3 janvier 2009, le bloc Genesis Bitcoin est miné. Alors, notez Genesis est miné, on va en parler tout à l'heure aussi.
Le 3 janvier, exactement à 18h15 GMT, le premier bloc a été miné. On appelle ça le bloc Genesis, ça vient de Genèse. Et les 50 premières bitcoins ont été minés. Bon, parmi les choses importantes, vous avez, il y a quelqu'un qui a acheté des pizzas à 10 000 BTC. Ici, on a un premier fork qui a eu lieu en octobre 2011. Fork, on va l'expliquer tout à l'heure. Ripple Hadi, j'en parle tout de suite. Alors, Ripple, c'est une société qui permet le transfert instantané de la monnaie, de l'argent, la monnaie fiat. La monnaie fiat, c'est le dirham, c'est les euros, c'est le yen, c'est le dollar, et ainsi de suite. Avec le système des banques et SWIFT, si par exemple quelqu'un va envoyer 100 euros de Paris à son fils qui est à Sydney, généralement ça prend entre 3 et 4 jours, ça c'est dans les délais les plus brefs, avec quand même des fees, des frais qui sont conséquents. Le système Ripple vous permet d'envoyer cet argent instantanément d'un bout à l'autre du monde en passant par sa blockchain. D'accord? Coinbase, c'est un exchange, c'est-à-dire que les gens rentrent ici pour acheter, pour faire du trading entre Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies et les monnaies fiat, dollars, euros, yen, comme j'ai dit tout à l'heure. Et le halving aussi, je vais l'expliquer tout à l'heure. Chose très, très importante qui va se passer en 2013, c'est le white paper Ethereum. Ethereum va ouvrir à de nouveaux horizons qui sont reliés justement au smart contract, chose qu'on ne peut pas faire avec Bitcoin. D'accord? Alors, parmi les choses importantes ici, il y a ce consortium R3. Alors, consortium, c'est des banques qui vont se réunir entre eux. Ils vont constituer un consortium qui s'appellera R3 et ils vont créer leur propre blockchain. Parce que eux, les banques, elles se sont rendues compte à un certain moment, au début, on est quand même en 2014, que cette blockchain risque de leur causer des problèmes parce qu'en fin de compte, on n'aura plus besoin c'est ce qu'ils croyaient au début, d'un tiers de confiance, d'accord, c'est-à-dire la banque. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? OK, on va créer notre propre blockchain. Elle s'appelle Corda, OK? Mais ils ont éliminé quelques points forts. Il y a ce qu'on appelle une open blockchain, c'est le fait qu'elle soit décentralisée. D'accord? On verra ça tout à l'heure. Alors, Ethereum est créé en 2015. Hyperledger, lancé par la Linux Foundation en 2015 aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Lightning Network, on va le voir tout à l'heure. D'accord? Donc, je passe tout ça. Je répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, ça, c'est le white paper dont j'ai parlé tout à l'heure. Satoshi Nakamoto, donc Satoshi Nakamoto. Je vous invite à le lire. Il est très, très important, bien que tout ce qui a été dit à l'intérieur a été plus ou moins modifié. Mais c'est la base de tout ce qu'on est en train de voir maintenant à blockchain et Bitcoin. OK? Donc, il est téléchargeable sur Internet où il explique comment il a pu trouver la solution. En fait, Satoshi Shino, qu'est-ce qu'il a ramené? À chaque fois que vous avez que ce soit des inventions ou des découvertes scientifiques, toutes les briques Tikkun Wajdin, et TJ le dernier, et il trouve la brique, le lien ou la brique manquante pour mettre en place tout le système. Alors, c'est ce qu'a fait Satoshi. Tout ce que va être utilisé le Bitcoin, le blockchain d'une manière générale, on le connaissait avant, c'est-à-dire tout ce qui est cryptographie, système distribué, tout ce qu'on va voir après. Lui, ce qu'il a pu trouver, c'est comment appliquer la solution d'un problème qu'on appelle le problème des généraux byzantins. Je vais le formuler autrement. Supposons que j'ai un système. Comment faire de telle sorte que ce système décentralisé, si tous les participants qui sont à l'intérieur de ce système, les Romaléneux, à un certain moment, feront quelques-uns qui sont de mauvaise foi, qui veulent tricher. Comment faire de telle sorte que le système ne tombe pas tout entier? Lui, il a trouvé la solution grâce
au mécanisme de consensus Proof of Work qui existait aussi déjà. Je pense qu'il a été inventé en 1996 par un certain monsieur Black pour contrer les spams. Alors, le but au début, c'est pour contrer les spams, c'est-à-dire, monsieur Black, qu'est-ce qu'il a dit? Les spammers, quand ils envoient 100 000, 200 000, 300 000 emails, en fin de compte, ils ne perdent rien. Pourquoi ne pas leur faire payer? Pour chaque email envoyé, il y a un temps machine qui va être utilisé. Si vous envoyez un email ou deux ou cinq ou 10 ou même 50, ça ne se voit pas. Mais quand vous envoyez 100 000, votre machine risque de ne plus fonctionner. Ça, c'était ça le but. C'est-à-dire, tu vas envoyer quelque chose, prouve-moi que tu le fais pas comme ça gratuitement. Il faut fournir du travail pour la réaliser. Et c'est exactement ce qu'a utilisé Satoshi Nakamoto dans Bitcoin. Il faut fournir un travail, c'est ce qu'on appelle miner, d'accord, pour pouvoir trouver de l'or, les rois du Bitcoin. Alors, j'ai une question. Je vois une question, c'est aussi. C'est aussi. Alors, c'est une question de Driss Arnage. Pourquoi le Ripple XRP n'a pas décollé et s'est détérioré en plus, alors que l'Ethereum est venu après et ça a progressé? Et c'est une question de confiance. Alors, ça, on va le voir tout à l'heure, c'est une question de business model. Ethereum et Ripple, ce n'est pas le même business model. Ethereum, c'est une blockchain publique. Ripple ne l'est pas. Ce n'est pas une blockchain publique. Ethereum est fait pour les smart contracts et, et, et pour les applications, les dApps, d'accord? Alors que Ethereum, c'est un système, Ripple, c'est un système fermé. Et le but de XRP, ce n'est pas justement de gagner de l'argent derrière, mais XRP, sachez qu'il est utilisé justement pour faire le transfert. Il est gardé, je pense qu'il est à 0,19 $. Le but de l'XRP, c'est le moyen, c'est l'outil qui permet justement aux 100 euros du Parisien, à Paris, qui va envoyer. Ce qui se passe, c'est que les 100 euros sont transformés, sont convertis en XRP, d'accord? Et de l'autre côté, à Sydney, le fils, ces XRP, avec leur taux de change, avec le dollar australien, d'accord, on lui donne de l'argent de l'autre côté. D'accord? Donc, ce n'est pas le même business model. Bitcoin aussi et Ethereum, ce n'est pas le même business model. Toutes les crypto-monnaies en général, si elles ne sont pas un hard fork ou ils sont prises de l'open source, que ce soit Bitcoin ou Ethereum, ce n'est pas le même business model. On verra ça en détail tout à l'heure. Alors là, c'est une petite représentation de ce qui se passe actuellement sur la sphère crypto-monnaie. Vous voyez que le Bitcoin représenté par le BTC, il représente à peu près 66% de capitalisation. D'accord? Les prix que j'ai là, je pense qu'il y a 3 semaines. D'accord? Vous avez en deuxième position Ethereum avec sa notation ETH et en troisième position XRP. Après, vous avez l'USDT, le Tether. Donc ça, c'est juste une représentation. Je passe. Là, vous avez les nodes. Alors, les nodes, le mot node veut dire soit des full nodes, soit des mineurs. Généralement, tous les mineurs sont des full nodes, mais les full nodes ne sont pas des mineurs. Alors, ces full nodes, c'est quand on a parlé de système décentralisé, parce qu'une blockchain est décentralisée, mais le registre sur lequel sont enregistrées les transactions est distribué. Alors, ces nodes font de telle sorte que le système reste sécurisé. C'est elles qui sécurisent le système. Et ces mineurs qui font du minage, en même temps, ils servent à sécuriser le système. Si vous voulez, on a trouvé comment récompenser ou là avec un incentive économique. On a résolu un problème mathématique informatique
avec une incitation économique. Ces mineurs, justement, qui sont en train de sécuriser le système et à chaque 10 minutes tirer 10,5 jusqu'à dans quelques jours, il y aura le halving. هما les notes que vous voyez ici. Maintenant, les 9349, ça ne représente que 10% de la réalité. Ils sont beaucoup plus nombreux que ça, pour la simple raison qu'ils sont interdits dans pas mal de pays. Alors, ils sont hidden, c'est-à-dire ils sont cachés, mais ceux qu'on voit, les 9349, les autres sont cachés pour la plupart derrière Onion, le Tor, le proxy Tor. D'accord? Alors ça, c'était exactement le 2 mai 2020 à 22h26. Alors, vous voyez ces 9349 nodes plus les 90%, même si 95 ou 99% des notes, de ces nodes ferment boutique ou éteignent leur machine ou quoi que ce soit, le système, il suffit qu'il reste 2 nodes, d'accord, pour que le système marche. Et une fois que les autres nodes, et node, ça veut dire nœud en français, et ils leur machine, elles se synchronisent et le système euh, continue. Alors, un petit aperçu de ce qui se passe un peu partout dans le monde. Tout ça, c'est entre parenthèses, c'est le nombre de nodes par pays. D'accord. Là, vous avez la répartition du hash rate ou la puissance de calcul. Alors, cette puissance de calcul, il y a de la puissance de calcul, il y a, si vous voulez, le fuel, le mécanisme de consensus proof of work. Au début, 2012, 2013, 2014, on avait juste besoin d'un ordinateur, d'un PC, d'un un petit serveur pour pouvoir miner. Mais petit à petit, la concurrence là, et là aujourd'hui, on ne peut plus faire du minage avec une simple machine, un simple ordinateur, parce qu'il y a des machines spécialisées qui ne font que ça. On les appelle les ASICs. Elles ne font que ça. Elles ont une puissance de calcul très importante. Et on va comprendre tout à l'heure pourquoi est-ce que cette puissance de calcul, à quoi elle sert. C'est plus vous avez une puissance de calcul importante, plus vous avez une chance de gagner le gros lot. On va comprendre ça tout à l'heure. Je suis obligé de le montrer juste pour que vous ayez une idée, pour que vous ne soyez pas la première fois. Alors ça, c'est un bloc. OK? Première chose qu'on voit ici, le halving. Alors le halving, il y a 9 jours, mais maintenant, je pense que le screenshot a été pris il y a quelques jours. Le halving aura lieu dans quelques jours. On va passer de 12,5 Bitcoin à 6,25. La dominance du Bitcoin, elle est le market cap, c'est-à-dire la capitalisation, on est à 164 milliards de dollars ici. Le numéro de bloc, le nombre de transactions l'IDESO, d'accord? Bon, les choses qui sont importantes, on a le nombre de Bitcoin qui sont en circulation. Sachez que le nombre de Bitcoin arrivera à terme en l'an 2140. Il n'y aura plus de Bitcoin qui seront minés et on arrivera au chiffre de 21 millions, moins quelques Satoshi, qui seront minés. Alors là, on est à 18 357 000 et ainsi de suite. Ça, c'est la difficulté. On va en parler tout à l'heure. Cette difficulté sera réajustée dans 3 jours. Bon, tout ça, c'est du charabia pour les néophytes. Je vais expliquer ça une fois qu'on va y arriver. La taille de la blockchain à ce bloc HADA 628, 632 est de 275 gigas. Quoi d'autre qui est important fait le bloc HADAYA, les fees le bloc le nombre de transactions par seconde. Alors, comparé à 2,42 transactions par seconde, à ce que peut faire par exemple le réseau Visa ou Mastercard. On est loin, très loin.
Visa, c'est à peu près 70 000 transactions par seconde. Bitcoin, la moyenne, c'est 7, mais là, fait le blocada, là, les transactions qu'on a eu, le nombre de transactions divisé par le temps, les le bloc les de 10 minutes. Alors, imaginez si je me présente, ou quelqu'un se présente devant un café pour acheter un café, et il veut payer en Bitcoin. Sachez que maintenant, il y a des cartes, Bitcoin, des cartes de crédit, les trucs en plastique là où vous pouvez payer en Bitcoin. Et vous attendez une confirmation chaque 10 minutes. Et normalement, le marchand ne devrait vous donner le café qu'après 1 heure, c'est-à-dire qu'après 6 confirmations. Donc, on sait dès le départ que Bitcoin n'est pas fait pour ça. D'accord? Mais on va voir tout à l'heure, on a trouvé une alternative pour pouvoir faire des microtransactions, mais qui seront, le résultat global va être enregistré dans le Bitcoin. Les gens qui sont derrière, mais les 5 communautés qui sont derrière Bitcoin ne veulent pas changer cette façon de faire parce que c'est ce qu'on appelle un trilemme. Si vous voulez la scalabilité, vous allez perdre soit en décentralisation, soit en sécurité. Et eux, ils veulent garder les choses telles qu'elles sont. Surtout le côté sécurité de la chose et décentralisation, parce qu'il est pratiquement full décentralisé. Non, excusez-moi, le HNA, c'est 340. C'est le même pool. Le nombre de transactions par seconde, HNA, il est de 3. Alors, si vous avez des questions, posez-moi, parce que mais si vous avez des questions, s'il vous plaît, le même pool tout à l'heure, quand je vais expliquer comment se passe une transaction, je vais en parler. Le même pool, c'est comme si vous voulez les transactions qui n'arrivent pas à passer les 10 minutes, elles sont là en attendant d'avoir leur tour. Alors, chose très importante. Il y a une petite question, Bitcoin. Allez-y. Une question de M. Hassan Khouté qui dit: y a-t-il des nodes au Maroc y a-t-il des nodes et des mineurs au Maroc? À quelle ampleur? Alors, je ne sais pas si je vais revenir un peu. Regardez. Ici, le Maroc n'y est pas. Ici aussi, le Maroc n'y est pas. Et ici aussi, le Maroc n'y est pas. D'accord? Donc, officiellement, on ne voit aucun nœud et aucun mineur. J'espère avoir répondu à votre question, mais officiellement, il n'y en a aucun. Alors, je reviens à ma partie de l'open source. Alors, les gens qui sont en informatique, ils savent très bien ce que c'est que l'open source. Moi, j'y suis, je pense, depuis 92 ou 93. Il y avait, c'est Richard Stallman, qui est le père de la GNU Foundation. Il y avait Linus Torvald, qui est celui qui a mis en place le noyau Linux. Et l'open source, c'est une philosophie où, malheureusement, au Maroc, quand on a le terme gratuité qui vient en fait en 4e position, mais l'open source, c'est-à-dire que, supposons que les équations mathématiques étaient propriétaires, où est-ce qu'on en serait maintenant? D'accord? Microsoft n'est pas open source parce que c'est un programme qui est compilé, vous ne savez pas comment ça marche. Et c'est pour ça que vous avez toujours des problèmes de sécurité, parce que c'est aux gens qui travaillent à Microsoft de régler ces problèmes, alors que l'open source, c'est une communauté qui fait des milliers et des milliers de hackers. Alors, hacker, le mot hacker a une connotation positive, c'est les médias qui l'ont rendu comme ça, mais le mot hacker, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait, qui est passionné par ce qu'il fait, et tout ce qu'il fait, il n'attend en quelque sorte pas de retour. Juste peut-être que son nom soit يتذكر, c'est-à-dire ملي تكتب شي حاجه تخليك راه هو اللي دار هذاك le travail. Et c'est pour ça que la plupart des logiciels open source sont très 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 sécurisés. À leur tête, FreeBSD par exemple sur le Mac, c'est un FreeBSD qui est extrêmement sécurisé. Pour les gens, la sécurité, ils savent que la plupart des firewalls, PF5 par exemple, c'est du open source. Alors l'open source, il vous donne OK, il vous dit OK.
on commence à travailler sur un GitHub, par exemple, maintenant, où la pépinière les fait à tous les projets open source, quand je des SourceForge ou d'autres. On va utiliser l'intelligence collective pour mener à bien ce projet. D'accord? Le code, tout le monde peut le voir, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'il n'y a rien de caché, parce que sinon, ça se saurait. Et tout le monde participe à ce que ce projet open source avance. Et c'est exactement ce qu'a fait Satoshi Nakamoto en mettant le code source écrit en C en open source, ou par la suite, des milliers et des milliers de personnes, chacun sa spécialité, chacun fait, il est passionné, travaille dessus, les bugs sont détectés, les bips c'est pour faire avancer le HADA. Et d'ailleurs, tout ce qui va se passer entre 2009 et maintenant a été fait justement par cette communauté. Maintenant, n'importe qui peut prendre le code HADA, il le SMIA, ou il dit une crypto-monnaie. N'importe qui peut faire ça, il suffit juste qu'il ait les connaissances nécessaires. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je pense à jour d'aujourd'hui, j'ai noté ça hier justement pour vous, je pense qu'on est à 5000 et quelques tokens. Et quand je dis tokens, c'est-à-dire c'est des tokens privés ou des crypto-monnaies, pour la simple raison que ce soit Bitcoin ou la Ethereum, avec quelques modifications, tout le monde peut l'utiliser. D'accord? Mais bon, les deux principales blockchains importantes publiques, maintenant les Kenin, Homa, Bitcoin et Ethereum. Les autres, personne n'a réinventé la roue, que ce soit Corda ou la autre. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé le consensus. On va voir ça tout à l'heure. Mais d'une manière générale, l'idée générale et le code général, parfois on change même de langage de programmation, mais l'idée, c'est Bitcoin qui l'a une. Je vais parler de deux notions extrêmement importantes. On a les forks, le hard forks et le soft forks. Alors, le hard fork rejoint un peu cette notion d'open source. Alors, le hard forks, il peut se passer de plusieurs manières. Je vais en citer deux, les plus importantes. Comme j'ai parlé tout à l'heure de consensus, il y a un consensus, il faudrait que tout le monde soit d'accord pour qu'un enregistrement ou une transaction soit écrite et pour qu'un bloc soit validé. Sans le consensus, c'est impossible de faire ça. Maintenant, il se peut que les règles, il y ait une proposition pour changer les règles. Le changement de règles, il suffit d'avoir un consensus. Il y a le consensus, mais c'est le changement de règles. Alors, le changement de règles, parfois, il est dans le code. Et ça s'appelle, il est voilà, dans le code, ça s'appelle le hard fork. Hard fork. Il se peut que les autres ne soient pas d'accord. Ce qui se passe, c'est que on a deux vérités. Et je sais bien ce que je dis, deux vérités. Alors, l'exemple le plus frappant, il y en a d'autres, on va le voir dans le tableau qui va venir après. Il y a eu ce qu'on appelle the DAO, c'est une organisation décentralisée basée sur Ethereum et sur des smart contracts. L'idée, c'était d'avoir une organisation, genre entreprise ou une association où il y a plusieurs personnes qui vont interagir. Je prends pas une entreprise, mais elle est totalement sur la blockchain Ethereum. Et on a voulu, avec les smart contracts, tous les départements, les chefs de département, chacun ce qu'il a à faire, allait être fait sur DAO. Elle a été présentée en tant que ICO. Je pense qu'ils ont amassé la somme de 153 millions de dollars en pas beaucoup de temps. Et elle promettait un avenir très, très brillant. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une petite fuite, un petit bug sur le code. Il y a eu un pirate une petite erreur, d'accord. Ce qu'il a fait, c'est que en Ethereum, en Ether, il a à peu près, je pense, l'équivalent de 50 millions de dollars. Alors, un problème s'est posé. 50 millions de dollars appartient à des gens. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, une partie, OK, on va revenir dans le temps pour annuler cette fuite.
le volet là. L'autre partie قالت لك non. On n'est pas d'accord parce que les smart contracts, ils n'avaient qu'à prendre leurs précautions. Et il y a eu un non-consentement. Ce qui s'est passé, c'est que une partie كملت Ethereum ou l'autre partie كملت Ethereum classique. Donc on a eu un embranchement, d'accord? Ou ceux qui n'étaient pas d'accord. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un hard fork. OK? Le soft fork, c'est quand il y a une mise à jour logicielle où le fait de ne pas appliquer la mise à jour ne rend pas avec le nœud ou là avec le mineur, les blocs dialogues sont toujours valides jusqu'à un certain temps. Le soft fork le plus important, enfin le plus connu, c'est le SegWit. C'est le SegWit où on a fait sortir les signatures les transactions pour justement éviter il y avait le problème de la malléabilité. Bon, ça, on va venir, je peux répondre à ces questions s'ils sont posés. Alors, à partir de là, vous voyez, c'est comme le RER français ou le métro new-yorkais. À partir de là, vous allez voir, regardez ici, j'ai le Bitcoin qui a commencé le premier jour, c'est le Bitcoin Core. Et à plusieurs reprises, il y a eu des forks. Ça, c'est des régulières forks. Alors, les forks, quand deux mineurs trouvent alors, parce que trouve la résolution au puzzle informatique en même temps. Mais ça, je ne vais pas en parler. Les forks, vous avez un fork ici, d'accord? Vous avez un autre fork ici. Excusez-moi. OK. Vous avez regardé le nombre de c'est des hard forks qui se sont faits depuis 2009. Justement, à cause de ce qadiya les gouttes comme tout à l'heure, soit on n'est pas d'accord, le SegWit d'accord, pour les gens qui, et ainsi de suite. Je ne rentre pas dans les détails parce que le temps, je vois que je n'ai pas beaucoup de temps. Alors maintenant, je vois le Lightning Network. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait parlé du nombre de transactions par seconde. On s'est dit que ce n'était pas possible d'utiliser la blockchain Bitcoin dans le business, qui demande une grande rapidité les transactions, une grande scalabilité. D'accord? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inventé ce qu'on appelle la layer 2, la couche 2. C'est une blockchain aussi, Smith Lightning Network, qui est adossée à la blockchain principale et à la blockchain mère. L'idée est la suivante. Je vais donner un exemple de la vie de chaque jour. Imaginez que vous avez un épicier, à chaque fois qu'il vend un litre de lait, par exemple, à 8 dirhams, les 8 dirhams, il les dépose à la banque. Le client l'imagine la même chose, et ainsi de suite, c'est vraiment pas faisable. Je me dis dire l'épicier, c'est qu'à la fin de chaque période, chaque journée, on va dire, je mets toute la journée, la banque. C'est exactement le Lightning Network. Il y a deux personnes qui veulent faire du business sur Bitcoin. Ils ouvrent ce qu'on appelle un canal de paiement et ils passent au Lightning Network. Toutes les transactions entre les deux entités, d'accord, les petites transactions se passent sur le Lightning Network. Okay. L'explication est là. Donc, l'approche Lightning Network ou Layer 2 suggère que les petites transactions quotidiennes ne doivent pas être stockées sur la blockchain principale, évitant ainsi la limitation de 7 transactions par seconde avec la blockchain Bitcoin, avec une approche off-chain. C'est-à-dire que toutes les petites transactions se font sur le Lightning Network. Une fois que les deux entités ont fini de transacter, de faire du business ensemble, et ils décident de fermer la chaîne, le payment channel, le résultat de toutes ces transactions, le résultat final, pour une question de sécurité, ils s'enregistrent sur la blockchain principale.
D'accord? Donc, voilà. Alors, la caractéristique de cette Layer 2, la technologie Layer 2 permet des transactions pas chères et instantanées de toute taille et peut s'adapter à des milliards d'utilisateurs. La technologie Layer 2 peut être appliquée à la plupart des blockchains existantes. Pour le moment, c'est Bitcoin qui l'utilise le plus. La technologie Layer 2 permet l'échange inter-blockchain et elle est opérationnelle. Comment? La preuve, la tout ce que vous êtes en train de voir ici, c'est des payment channels. Regardez ici, vous en avez 31 928 qui sont ouvertes. Vous avez 5060 nodes. Alors, had node hada, ça peut être un site e-commerce, ça peut être n'importe qui, ça peut être un médecin, ça peut être n'importe qui est un ordinateur ou un téléphone ou un objet qui est connecté à Internet et qui peut faire tourner un logiciel de Lightning Network. D'accord? Les nodes dialogues. Bon, maintenant, ces nodes aussi ont une certaine notoriété. D'accord? Les nodes qui sont souvent down, la particularité de le Lightning Network, supposons que le node d'accord, veut payer Hada Lena, mais il n'a pas de lien direct exactement. Il suffit que Hada, quand il est connecté Hada, ou l'autre il est connecté Hada, ou l'autre il est connecté Hada, la transaction peut passer de Hada à Hada parce que le routage se fera par les deux qui sont au milieu. Alors c'est exactement ça. Non, pardon, c'est ça ce qui est expliqué ici. Le Lightning Network est un réseau peer-to-peer permissionless, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de permission pour y participer. C'est comme Bitcoin et Ethereum, composé de milliers de nœuds. Les nœuds, ça peut être des ordinateurs, des téléphones, des sites web, des systèmes de points de vente, de point of sale. Donc un café par exemple, un restaurant, n'importe quoi. Et ça, dans le business, je peux dire que ça a payé en Bitcoin, mais en passant par le Lightning Network, et la transaction est immédiate et instantanée et pratiquement sans frais. Alors qu'il peut effectuer un paiement Bitcoin d'un nœud à n'importe quel autre nœud en quelques secondes avec des frais négligeables. Les nœuds s'organisent en un mesh, c'est un maillage, comme vous avez vu, en formant des accords bipartites appelés payment channel. Sur la blockchain Bitcoin, au début, il crée une payment channel, les nœuds qui sont connectés directement à distance par ce réseau de canaux peuvent échanger des paiements en acheminant les nœuds et les canaux qui les connectent. Donc, j'espère avoir été clair là-dessus. Donc, ça, c'est un premier screenshot d'un Lightning Network Explorer. Okay? Ici, vous en avez un deuxième. D'accord? Voyez un peu la capacité de le nombre de channels, les nodes et ainsi de suite. Là, vous avez ce qui se passe en real time. Vous avez le nombre de nœuds, le nombre de channels, la capacité d'IL ou tout ce que vous voyez ici, c'est des trucs qui sont réels et qui marchent et qui sont opérationnels et que les gens utilisent dans le cadre du business et non pas à titre personnel. Alors, maintenant, je vais parler du halving. Alors, le halving... Nous avons une question avant de passer au halving. Une question de M. Drestref. Il dit il y avait des initiatives, notamment la plus récente, celle du Conseil de la concurrence avec l'archipel français, celle de Banque Maghreb et HPS. Est-ce que c'est un début de la mise en place de la blockchain au Maroc? Et il dit le blockchain, quel impact sur les banques? Alors, je vais noter ces deux questions parce que c'est des questions auxquelles je devrais répondre à la fin. D'accord? Parce que là, les questions à la fin, je vais noter donc les initiatives HPS et Banque Maghreb, BAM, et impact sur banque. Sur les banques. Merci beaucoup. Je vais répondre à la fin. Alors, c'est quoi le halving? Maintenant, juste prenez les choses telles que je l'ai dit. Je sais que c'est un peu difficile au début, mais je vais expliquer exactement pourquoi il y a un. Alors, le halving, comme son nom l'indique en anglais, c'est divisé par deux. Le mineur, à partir de 2009, quand il minait, il recevait dans chaque 10 minutes, une fois qu'un mineur trouve la résolution, le puzzle mathématique, il était payé 50 bitcoins chaque 10 minutes. D'accord?
En 2012, il y a eu un halving. Donc, on est passé de 50 à 25. Autrement dit, chaque 10 minutes, le mineur n'est plus payé 50 bitcoins, mais 25. Et ainsi de suite. 12,5 en 2016-2020. Et dans quelques jours, Hadik 12,5 va passer à 6,25. Ça va rester comme ça. Donc, si pour les gens qui connaissent ce que c'est qu'une progression géométrique, avec la raison 1,5 par exemple, à chaque fois vous divisez par 2, à la fin, en l'an pratiquement 2140 ou la 2141, il ne restera qu'un satoshi. Alors, c'est quoi un satoshi? C'est comme si vous voulez le centime et le dirham, ou là le cent et le dollar. D'accord? Un bitcoin est égal à 10 à la puissance 8 satoshi, c'est-à-dire 100 millions de satoshi. C'est l'unité unité au vacant, c'est l'unité de bon. En fait, le bitcoin, on l'utilise parce que c'est le nom de la blockchain, de la crypto-monnaie, mais normalement, toutes les transactions se font en satoshi. D'accord? Alors, 21 millions, ça serait le nombre exact. Alors, pour les gens qui sont dans le domaine économique, qui connaissent ce que c'est qu'une inflation, imaginez qu'une banque centrale dans un pays donné vous dit, regardez, la monnaie de ce pays sera de tant, flammé. Autrement dit, économiquement parlant, on tend vers une inflation nulle. Alors, ça, c'est des concepts qu'on peut discuter à la fin du webinaire. Est-ce que le Bitcoin, on peut considérer ça comme une banque centrale? Le fait qu'on a un nombre limité de Bitcoin, quelles conséquences cela aurait sur l'économie, et ainsi de suite. Sachez que, par exemple, Ethereum, l'Ether, on ne sait pas jusqu'à maintenant combien il y aura d'Ether, parce que c'est un autre business model, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est une autre façon de voir les choses. Il y a d'autres crypto-monnaies qui, dès le début, la totalité de leur crypto-monnaie est minée au début. Il y a d'autres qui ont choisi le business model de Bitcoin pour avancer. Maintenant, sachez que chaque 210 000 blocs, qui est à peu près chaque 4 ans, il y a un halving qui se passe, le reward, la récompense qui est donnée aux mineurs. OK? Alors, ça, c'est les halvings. Bon, ça, c'était 20 jours parce que c'est un screenshot qui a été pris le mois d'avril, je pense vers le 20 avril. On prévoit plus ou moins que le next halving se passera le 10 mai, d'accord? Mais bon, ce n'est pas très sûr parce que la notion de 10 minutes, elle n'est pas toujours exacte. Parfois, c'est 8 minutes tous les 7, parfois c'est 12, 13, parfois ça peut même aller jusqu'à 15. Donc, plus ou moins, c'est dans les environs entre le 10, on va dire entre le 10 et le 20 mai. La même chose ici. Alors, là, je vais donner quelques chiffres pour passer au cœur du sujet, où comment se passe une transaction, un bloc, comment un bloc est formé. Et je vais parler des clés publiques et clés privées. Alors, quelques chiffres. J'ai donné là le prix du Bitcoin en dirham marocain. Et la question qu'il faut se poser entre vous-même, c'est pourquoi quelque chose qu'on ne touche pas, qu'on ne voit pas, c'est-à-dire, un billet de banque, je l'ai, mais c'est quelque chose que tu ne vois pas, mais il y a des gens quand même dans d'autres pays qui étaient prêts à investir des milliers, des centaines de milliers et même des millions d'euros ou de dollars pour acheter des bitcoins. Qu'est-ce qui fait que il y a cette confiance, parce qu'en fin de compte, tout est une question de confiance, pour qu'on puisse dépenser autant d'argent sur quelque chose qu'on n'arrive pas à voir? C'est des questions qu'il faudrait se poser entre vous-mêmes. Alors, ça, l'évolution le Bitcoin. Alors, regardez les chiffres. Regardez par exemple le volume en 24 heures. On est en train de parler de 341 billions, c'est bien ça, de dirhams. C'est juste incroyable. Le plafond historique d'un bitcoin ou 205 000 dirhams, un seul bitcoin. Alors que le Nahar Lowell, je pense en 2010, la première fois qu'un bitcoin sera échangé, on a échangé
$1 contre 1000 bitcoins, si je me rappelle bien. Ça, c'est le revenu des mineurs en dollars américains. Alors, on a le pic, imaginez, vous avez 25,683 millions de dollars, c'est-à-dire 25 683 000 dollars. Ça, c'est ce qu'ont gagné tous les mineurs confondus fin de la journée du 24 juin 2019. Les 25 millions de dollars fait et la récompense. Donc, du moment qu'on est en 2019, c'est les 12,5 BTC chaque 10 minutes, plus les fees. Les fees, les frais que ceux qui transactent sur la blockchain Bitcoin sont prêts à payer pour que la transaction passe en premier. Vous allez voir que plus vous augmentez les fees, plus votre transaction est passée. C'est de la théorie des jeux, d'accord? Game theory. Tout ça, c'est basé sur la théorie des jeux. Ça, c'est la difficulté du réseau. Alors, cette difficulté augmente et descend, augmente et diminue selon, parce que j'ai vu un peu les escaliers, donc j'ai pensé à descendre, selon le nombre de participants qu'il y a sur le réseau. Je vais en parler tout de suite, comme ça, la difficulté, pour qu'on puisse comprendre ce qui va venir après. Alors, imaginez que vous rentrez dans une salle, d'accord? Dans cette salle, il y a un grand sudoku. Un grand sudoku, on va dire avec 50 cases. Et les personnes qui participent au jeu sont 20 personnes. Maintenant, les 20 personnes, on fait de telle sorte que les 50 cases, on les augmente et les diminue de telle sorte que les personnes qui sont assises, qui participent au jeu, trouvent la réponse chaque 10 minutes. Ça, c'est la constante. D'accord? Elle est importante. Supposons qu'il y a 20 autres personnes qui rentrent. Ça veut dire que la puissance de calcul, il y a la puissance cérébrale, il y a ceux qui participent, a doublé. Autrement dit, logiquement, la réponse sera trouvée par l'un des participants en 5 minutes, ce qui ne nous arrange pas. Ce qu'on fait, c'est que du moment que le nombre de participants a doublé, ceux qui gèrent le jeu vont dire « Ok, je vais aussi doubler la difficulté, je vais passer à 100 cases. » D'accord? En passant à 100 cases, ce qui se passe, c'est qu'on revient à la constante des minutes, et même si le nombre de personnes qui participent a doublé, on est toujours les 10 minutes. La réponse ne sera trouvée qu'en 10 minutes. Maintenant, le scénario inverse. Je suis à 50 cases, 20 participants. La moitié des participants est partie. Donc, ça veut dire que, en principe, la réponse sera trouvée en 20 minutes. Ce que je fais, moi qui gère le jeu, je vais diminuer le nombre de cases de 50 à 25, de telle sorte que j'ai toujours ces 10 minutes. Alors, c'est exactement ce qui se passe Bitcoin. Vous avez une période de 2 semaines à peu près, chaque 2016 blocs, où la difficulté est réajustée. Alors, supposons que je réajuste ma difficulté à 50, mais une semaine après, il y a 20 personnes qui rentrent. Pendant la semaine qui suit, les blocs seront minés en 5 minutes. C'est normal. Mais après une semaine, je vais doubler ma difficulté pour revenir aux 10 minutes. Et ainsi de suite. Chaque 2016 blocs, la difficulté est réajustée. Alors, imaginez ici, ça c'est l'année c'est entre 2019 et 2020. Entre juin 2019, je suis là, et là je suis à avril 2020. Regardez la difficulté, comment elle était petite, et là elle a augmenté. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que le nombre de participants, le nombre de ceux qui minent, le nombre de ceux qui cherchent à trouver la réponse à l'énigme, au puzzle mathématique, a augmenté. Et par conséquent, le système lui-même, sans intervention humaine ou machine, l'algorithme lui-même
réajuste cette difficulté de telle sorte que toujours on ne trouve la réponse à ce puzzle qu'en 10 minutes. Je vais y arriver, je vais en parler tout à l'heure en détail quand je vais parler des blocs. Alors, bon, tout ça, c'est pour vous dire juste que, regardez, il y a la taille du bloc qui est de 1,03 mégas. C'est quelque chose qui est très important et sur laquelle il y a un consensus général sur les 5 communautés qui gèrent la blockchain Bitcoin. On a voulu passer le nombre de mégas, on a voulu le faire passer à plusieurs mégas pour faire contenir plus de transactions pour qu'il y ait une plus grande scalabilité. Il n'y a pas eu consensus. Tout ce qui a été fait, c'est que quand on a introduit la notion de SegWit, on a fait sortir les signatures, même les transactions, un peu d'espace a été libéré et on est passé à 1,7, 1,8 mégas par bloc, ce qui représente c'est entre 2500 et 3500 transactions par bloc selon la lourdeur de chaque transaction. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est important ici. Et là, vous avez le nombre de transactions qui se sont effectuées par journée. Et ça, c'est le même pool. On va en parler tout à l'heure. D'autres chiffres ici, je vais passer vite. Donc, tout ça, je pense qu'on a parlé. Vous avez là le classement par capitalisation. Donc, les 3 premiers, vous avez Bitcoin, Ethereum et XRP. D'accord? Si vous avez des questions à ce qui est écrit ici, n'hésitez pas. Ethereum, la même chose. Ok, regardez Ethereum ici, par exemple, j'ai 110 millions d'Ether en circulation. D'accord? Mais on n'a pas de plafond. Alors, sachez que Ethereum aussi, il est utilisé, l'Ether est utilisé. Il y a une notion qu'on appelle gaz, bon, ce n'est pas le but de ce webinaire, pour faire fonctionner les smart contracts. Et les Ethereum, les Ethereum sont utilisés pour ça. Le XRP, la même chose. Alors, pourquoi j'ai rajouté Hada pour que vous ayez un peu une idée. Alors, regardez pour le Bitcoin, le maximum supply qu'il va y avoir, c'est 21 millions. D'accord? La puissance de calcul, alors que pour Ethereum, c'est un nombre qu'on ne connaît pas. Le maximum supply qu'il va y avoir. Bitcoin, vous avez 18 335 912 Bitcoin le moment où j'ai pris le screenshot, parce que chaque 10 minutes, il va y avoir 12,5 qui vont se rajouter ici, ou là, si le halving c'est 6,25 et ainsi de suite. Le market cap, la capitalisation 130 milliards, Ethereum 19 milliards ou 20 milliards de dollars, et ainsi de suite.